Le film, du coup, a été diffusé pour la première fois en 2016, le 26 janvier 2017, à l'issue de la plainte de la famille de Marion. Le tribunal administratif de Versailles a établi que l'État était partiellement responsable de la mort de l'adolescente. Les magistrats ont estimé que l'État était responsable pour 25% dans le suicide de Marion, et c'est une première en France. Bon, c'est un film riche, qui peut susciter beaucoup d'émotions. Je pense qu'il nécessite un petit peu de temps, peut-être pour vous, pour reprendre la parole. On peut ressentir un état de choc, de colère, peut-être de tristesse aussi. C'est un film qui permet de réfléchir sur la place et le rôle de tous les témoins et acteurs de la situation de harcèlement. Car on y voit à la fois l'entourage familial, amical de Marion, et puis aussi les acteurs de son collège. C'est sûr qu'on ne pourra pas tout vous dire sur le sujet, mais voilà, encore une fois, l'idée de ce soir, c'est de pouvoir vous sensibiliser. D'abord, le harcèlement scolaire désigne tous les actes et comportements de harcèlement en milieu scolaire. Il peut prendre des formes très diverses, allant de la moquerie à la violence physique, en passant par les humiliations, les mises à l'écart, la propagation de fausses rumeurs et depuis quelques années par le cyberharcèlement. Il est important de ne pas réduire le harcèlement scolaire à sa manifestation la plus visible, c'est-à-dire la violence physique. Le harcèlement scolaire peut prendre la forme d'humiliation ou de moquerie répétée. On le voit bien dans le film. On retrouve 3 caractéristiques pour définir le harcèlement. Il faut que les actes ou comportements agressifs se répètent dans le temps. Il faut une relation asymétrique entre l'agresseur et sa victime. Et puis, il faut l'existence d'une intervention délibérée qu'a l'agresseur de nuire à sa victime. Voilà, mais on pourra y revenir si vous avez des questions sur ce sujet précisément. Plusieurs questions. La première concerne le collège et le collégien. Donc, le film, est-ce qu'il a été vu dans certains collèges, parce que c'est le lieu où le harcèlement commence, même si effectivement il y a aussi des moments où c'est hors limite, si je puis dire. Et là, je voulais savoir aussi par rapport aux mairies, est-ce qu'il y a, parce qu'il y a la question du comment on se comporte vis-à-vis en société. Est-ce que dans les mairies, il y a des interrogations pour pouvoir avoir des discussions, des débats en tout cas, où des lieux puissent se lancer pour pouvoir réfléchir, discuter, parce que malheureusement, d'un point de vue global, ce qui est visible très rapidement, c'est que même si les adolescents ont une responsabilité légère, dans le sens juridique du terme, est-ce qu'il y a eu des lieux où ça a pu être interrogé? Alors, je crois qu'il y a pas mal de questions dans votre grande question. Vous avez dit des choses intéressantes. Vous avez parlé de responsabilité, vous avez parlé d'être témoin de la violence, à la fois en tant que camarade d'école, de collège, de primaire, de lycée, et puis de la responsabilité finalement de tous les acteurs, que ce soit l'établissement scolaire, que ce soit la mairie, la municipalité à plus grande échelle. Si on doit revenir sur l'idée de la responsabilité, il y a 2 choses à distinguer. Il y a ce qui est de l'ordre de la responsabilité pénale. Et tout à chacun, on est responsable pénalement de nos actes, y compris les jeunes. Voilà, un enfant de 13 ans est responsable pénalement de ses actes. Pour autant, comme il n'a pas sa majorité pénale, puisque la majorité pénale, c'est donc 18 ans, on va dire que devant la loi, par exemple, ce n'est pas lui qui va être dans une démarche de réparation. Ça va être son parent, en tout cas le détenteur de l'autorité parentale. Mais effectivement, c'est intéressant d'amener les jeunes, les adolescents à se questionner sur leur responsabilité, leur rôle, leur place dans la situation de harcèlement. Je dirais que quand vous posez la question des mairies,
effectivement, je pense que c'est la place de tous les acteurs d'une commune, d'un quartier, en fonction de l'endroit où on vit, hein, qu'on vive en milieu rural ou dans une ville comme Nantes, par exemple. C'est la place de tous les acteurs de réfléchir à cet enjeu de société, à ce phénomène de société. Je crois d'abord qu'effectivement, ça doit se passer dans l'établissement scolaire, mais à plus grande échelle, je pense que ça doit effectivement concerner voilà, les maisons de quartier, les maisons des adolescents, voilà, avoir encore un plus large spectre de la façon dont ça peut se gérer et ça peut en tout cas se parler. Oui, par rapport au questionnement que vous aviez, est-ce que ce film a été diffusé au sein des collèges? Je n'ai pas de réponse là précise. Ce que je peux vous dire, c'est que la question du harcèlement scolaire, elle rentre dans les collèges de plus en plus. Pour donner quelques chiffres quand même, un enfant sur 10 est concerné par le harcèlement scolaire et 1 sur 16 quand il s'agit de harcèlement sévère. On a aussi observé, par rapport à la proportion, on parle beaucoup du collège, il faut savoir quand même qu'il y a 12% de harcèlement aussi en école primaire. 10% au niveau du collège et 4% au niveau du lycée. C'est des chiffres, mais c'est important aussi, ça commence très tôt, la question du harcèlement scolaire. Ce qu'on observe de plus en plus dans les collèges, parce que Nora Fraisse, la maman de Marion, a créé une association, Marion la main tendue, et donc elle s'inscrit dans des actions de prévention au sein des écoles primaires et du collège. Ce qui existe de plus en plus, ce sont des actions comme les élèves sentinelles ou les élèves ambassadeurs. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. On a un collège, notamment sur Nantes, le collège Chantenay, qui fait depuis 2016 une formation au sein du collège et qui concerne à la fois les élèves volontaires, mais aussi des adultes. Et c'est très important que dans ces formations, il y ait aussi des adultes au sein du collège qui se sentent concernés et qui soient formés. Je ne vais pas revenir sur tout le processus, mais ce qui est important dans l'idée de cette formation des sentinelles par rapport aussi au film qu'on vient de voir, c'est de former des jeunes qui vont pouvoir aller vers l'enfant ou le jeune harcelé, mais aussi vers les élèves spectateurs de harcèlement. On s'est rendu compte que ce qui pouvait limiter ou en tout cas faire bousculer un peu ces processus de harcèlement, c'est de pouvoir agir sur ces élèves spectateurs qui sont démunis, on le voit bien dans le film, qui ne savent pas comment faire. Ce sont les adultes qui sont formés, qui prennent en charge les harceleurs. Parce qu'il faut aussi prendre en charge ces jeunes qui sont aussi en souffrance et qui témoignent aussi de certaines choses. Ça permet d'éviter ce qu'on a vu dans le film, à savoir toutes ces insultes, voilà, t'es une balance, etc. Effectivement, la question de la formation et de la sensibilisation des jeunes qu'on appelle sentinelles ou ambassadeurs, ça permet aussi d'éviter ces écueils-là, parce qu'il y a quelque part une façon d'approcher le phénomène de harcèlement qui est quelque part, je dirais, dézoomé, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la relation entre un agresseur et sa victime, on est vraiment sur une appréhension plus générale du harcèlement scolaire. La formation, elle est faite par qui? C'est au sein des établissements, donc je pense que c'est des choix institutionnels qui sont faits. Nora, elle, a créé son association et au sein de son association, qui a en son sein des psychologues, des psychothérapeutes, etc., ce sont ces professionnels aussi qui proposent aussi leur formation auprès des institutions. Donc je pense que c'est un jeu de communication à la fois de leur côté puis du côté d'établissements qui le demandent. Pour les élèves sentinelles, c'est aussi avec le rectorat et ça dépend de l'éducation nationale. Ma question est plus en fait par rapport au cadre scolaire. Parce que finalement, là, on se rend bien compte qu'elle est en détresse, Marion, mais il n'y a aucun relais, aucun soutien possible du fait que le comportement de certains élèves ne sont pas du tout répréhendés, en fait, et qu'il n'y a aucune action qui peut être mise en œuvre
pour sanctionner ces élèves qui sont dissidents. Et ma question, moi, c'est vraiment de ce niveau-là, autant parce que je suis mère et que je vois ma fille qui est plutôt introvertie, plutôt calme et qui n'aura pas cette capacité à se défendre forcément face à ce genre de problème. Et je me dis, mais face à des personnes, à des enfants peut-être, mais qui se permettent des actes qui sont odieux et inadmissibles des adultes, quelle réponse pouvons-nous apporter? Puisque c'est vraiment le début des problèmes. Et le fait que l'adulte ne puisse apporter aucune réponse pour se défendre ou rétablir son autorité, comment l'enfant peut-il être supporté et aidé par des adultes qui ne peuvent pas se faire respecter eux-mêmes? C'est intéressant ce que vous dites dans le sens où ce que disait tout à l'heure Claire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire finalement le phénomène de harcèlement à ce qui se passe entre la victime et le harceleur, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a tout un contexte à prendre en compte, notamment le contexte scolaire. Et on se rend compte notamment que quand il peut y avoir des dysfonctionnements institutionnels, alors qui ne sont pas ni de la responsabilité du professeur ni de la responsabilité de l'enfant, mais un climat, on va dire plutôt délétère, pour plein de facteurs qu'on connaît aussi, les enjeux qu'on connaît dans les zones d'éducation prioritaire. Voilà, on sait que dans ces établissements-là, il peut y avoir des situations, en tout cas des dysfonctionnements qui sont propices à l'apparition des phénomènes de harcèlement scolaire et que on vous rejoint dans le sens où finalement ces jeunes-là qui peuvent avoir des comportements inadaptés, de la violence, etc., verbale, physique, comme on l'a vu dans le film, très vite ils rentrent dans une toute-puissance et dans un fonctionnement un peu crescendo. Et si effectivement la violence n'est pas nommée, identifiée et repérée par les professionnels, par les adultes qui sont censés faire point d'arrêt et référence, on se rend compte qu'effectivement, voilà, c'est un peu un cercle sans fin. Donc encore une fois, quand vous dites comment faire, c'est les questions de sensibilisation, la vigilance, effectivement, en tant que parent, autant que faire se peut. C'est observer peut-être des changements dans le comportement de son enfant, c'est oser lui poser des questions au moment un peu critique de son adolescence où au final on se veut à la fois discret et en même temps peut-être oser voilà, poser certaines questions. Je dirais que, voilà, encore une fois dans votre question, il y a plein d'autres questions, qu'on soit parent, qu'on soit professeur ou qu'on se situe du côté aussi de l'ado. Je vais compléter aussi avec l'idée du groupe. On voit bien l'importance du groupe dans le harcèlement, que ça soit entre pairs, entre jeunes, mais aussi pour les enseignants, justement, qui sont aussi face à un groupe et pour lequel, effectivement, seuls, comment réagir. D'où l'importance aussi de ces sensibilisations et ces formations pour que les enseignants ne se sentent pas seuls non plus face à ces groupes et qu'ils puissent aussi échanger entre eux. L'idée, c'est aussi de réagir, même sur des petites remarques, en fait, de qu'est-ce qu'on accepte ou qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Parce que quand on voit un jeune 1 heure, on ne sait pas ce qui s'est passé les 3 heures avant et ce qui va se passer les 4 heures après. D'où l'importance de prendre chaque moment important. Et dans les formations, c'est ça aussi qu'on apprend à la fois aux enseignants et aussi aux élèves, c'est d'apprendre à réagir à toute remarque, de rien banaliser. Après, il y a autre chose au niveau des jeunes, c'est l'effet de groupe et l'importance du groupe. On le voit et ça suscite un peu cette question-là, je pense aussi, on le voit dans le film, la question de l'amitié, de la meilleure amie qui vous lâche. À un moment donné, effectivement, vous avez aussi le groupe. Comment réussir à pouvoir parler alors que tout le groupe est contre vous? Après, il y a aussi le fait que Marion, elle essaye aussi d'avoir des attitudes qui, on a l'impression, socialement, on dirait acceptables, c'est-à-dire elle dit les choses. Elle dit les choses à des moments où même les adultes n'arrivent pas forcément à le dire. Donc, comment s'entraider dans cette communauté, dans ce groupe où il y a à la fois des jeunes et puis des jeunes qui sont dans le groupe, qui sont exclus du groupe, qui sont spectateurs du groupe, et puis ces adultes qui sont autour et qui arrivent plus ou moins facilement à décoder ce qui se passe
au sein du groupe, de manière, je dirais, visuelle, enfin, devant eux, mais aussi de manière très cachée. On l'a vu dans les couloirs, dans les vestiaires. Enfin, il se passe aussi beaucoup de choses en dehors du regard des enseignants. Est-ce qu'il y aurait justement un profil d'harceler? C'est une question compliquée parce que certains psychiatres, pédopsychiatres, psychologues, sociologues peuvent effectivement construire ou avoir construit en tout cas des profils types. Après, c'est pas des concepts qu'on aime beaucoup. Enfin, moi personnellement, j'aime pas trop. Et moi, je dirais plutôt qu'il n'y a pas de profil type. Il y a des situations propices. Encore une fois, il y a des contextes peut-être propices à certaines vulnérabilités du côté effectivement de l'enfant qui se trouve en situation de harcèlement. Et puis à l'inverse, il peut y avoir aussi des situations propices à cette agressivité, cette quête de domination, de toute puissance chez l'adolescent. Ce qui est très complexe dans votre question, c'est que tout à chacun peut être victime de harcèlement scolaire, c'est-à-dire que tout est propice à l'adolescence. Je pense que tout à chacun ici, on a tous des mauvais souvenirs du collège, parce que des petites remarques, etc., parfois une seule peut nous avoir marqué pour toute une vie. Tout est propice lorsqu'on est notamment au collège à la discrimination, à la moquerie, à l'humiliation. On dit que 50% des moqueries, des brimades concernent le poids, 15% la taille, 12% le look, 8% le patronyme, l'accent et le style langagier 8%, la couleur de peau, l'origine ethnique 4%. C'est pour vous donner un petit peu des exemples. Alors ces chiffres-là, ils datent de 2013. Voilà, tout est propice à la brimade. Voilà, une couleur de cheveux, un nez trop gros, un nez trop petit. Les compétences, on le voit notamment pour Marion, les compétences, on va dire les apprentissages, la capacité à être performant effectivement dans les apprentissages. T'es un intello ou au contraire, t'es un bolos, t'es un nul. Le bégaiement, la façon dont on s'habille, un handicap. Aujourd'hui aussi, ce qu'on voit beaucoup, c'est la question de l'orientation sexuelle qui revient beaucoup, c'est-à-dire une homosexualité qui est affirmée, réelle, fantasmée. Ça aussi, aujourd'hui, ça peut être sujet à discrimination et harcèlement. Donc, en tout cas, il n'y a pas de profil type, mais effectivement, ça peut être en tout cas un élève qui quelque part refuse d'entrer dans un groupe, comme on l'a vu dans le film, parce qu'il considère par exemple que ça ne va pas avec ça ne va pas avec ses valeurs, que il pourrait être en danger aussi dans ce groupe, du point de vue de ses compétences scolaires, de ses compétences sociales, qu'en tout cas ce groupe est menaçant. Donc il s'exclut de ce groupe, et ça c'est déjà propice effectivement à la situation de harcèlement. On peut être harcelé parce qu'on a une forte personnalité, un peu comme Marion, qu'on voit plutôt comme une jeune fille équilibrée. Et puis, on peut être aussi harcelé parce qu'à l'inverse, on est un enfant en grande difficulté. C'est pas l'enfant qui a des problèmes dans sa famille, comme on voit à la fin, ces petites remarques de cette maman qui dit moi, si j'avais été à ta place, j'aurais su faire, j'aurais vu la souffrance de mon enfant. C'est que quelque part, toi, au niveau de ta compétence parentale, ça ne doit pas être si top que ça. Et voilà, je pense que ce serait le danger justement de tomber dans ce genre de raccourci. Voilà. Quant au profil type des harceleurs, eh ben, je dirais exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de profil type. Alors effectivement, on retrouve des enfants, des adolescents en quête d'identité surtout, parce qu'effectivement, c'est déjà un moment compliqué pour eux, l'adolescence. Donc, une quête d'identité, une quête de valorisation, c'est-à-dire que voilà, je cherche à attirer l'attention, je cherche à me faire des copains, je cherche à montrer que j'ai une certaine ascendance, que je suis populaire. Donc voilà, on pourrait plutôt être sur des registres comme ça pour ces jeunes-là. Mais effectivement, les auteurs que j'ai pu en tout cas lire viennent dire que chez ces jeunes-là, il y a quand même un certain besoin d'asseoir quand même un pouvoir. Et ça peut être des jeunes qui à la maison rencontrent des situations compliquées, avec un schéma familial
alors soit dans le couple conjugal, le couple parental, soit dans la fratrie, où il y a quand même cette dimension de la domination qui est présente. Mais voilà, on ne peut pas faire de lien de cause à effet. Oui, je rejoins ma collègue et je pense même dans la pratique, je me rends compte aussi qu'il y a des jeunes qui ont pu à un moment donné être harcelés et avec le temps devenir harceleurs. Donc ça, je crois que c'est aussi important de pouvoir pas les opposer et pas se dire il y a voilà, sur lequel il faut plus axer ou prendre soin. Je pense les deux ont besoin d'être pris en considération, d'avoir un espace en tout cas pour pouvoir s'exprimer et exprimer leur douleur à chacun. Parce que c'est vrai que c'est pas rare en fait de voir ces phénomènes qui évoluent dans le temps. Si on a vécu du harcèlement en primaire, et ben au collège on peut devenir le harceleur. Pour pas que ça se reproduise par peur, si ça n'a pas été travaillé. Je veux bien ajouter que l'idée que finalement ça échappe, et on le voit à Marion, ça échappe complètement. Elle panique là, puisqu'effectivement, elle sent qu'il y a un espèce de point de non-retour et qu'elle elle n'a d'autre solution que d'y mettre fin brutalement. Et je dirais que c'est important aussi, peut-être, d'imaginer que pour le harceleur, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que le harceleur qui continue un peu dans cette toute-puissance là, à fonctionner en toute impunité sans que les adultes, à un moment donné, mettent un point d'arrêt, on peut imaginer que lui aussi, ça lui échappe dans cette excitation-là qui l'anime. Et puis, on peut très bien aussi imaginer qu'il recherche finalement ce jeune-là le stop de l'adulte qui parfois ne vient pas ou qui parfois arrive beaucoup trop tard. Et voilà, c'est important, comme dit Sophie, de bien considérer leur relation, le système qui crée tout entre eux. Oui, je voulais rebondir sur ce que je disais. Autour justement de cette place de harceleur qui n'est peut-être pas aussi évidente. En tout cas, on imagine tout de suite les premiers harceleurs qu'on voit, c'est des jeunes agressifs, etc. Mais finalement, à un moment donné, celle qui lui fait peut-être le plus de mal dans le film, qui a un effet le plus douloureux, on va dire, c'est peut-être justement non pas la plus agressive en soi, mais celle qui l'a trahi. Donc justement, le fait de ne pas être protégée par celle qui aurait dû la protéger, et puis de la place donc, de cette Chloé, on voit bien que l'attitude qu'elle a de devenir harceleuse est aussi une attitude d'autoprotection. C'est-à-dire qu'effectivement, par peur, elle aussi, d'être harcelée, parce qu'elle sent bien les choses venir, et ben, elle rejoint le groupe harceleur pour ne pas se retrouver victime. Et du coup, je voulais rebondir au tout début aussi sur la question des élèves sentinelles. C'est assez compliqué aussi parce que finalement, ces élèves qui vont être peut-être, entre guillemets, dénonciateurs d'actes de harcèlement, est-ce qu'ils ne se retrouvent pas dans la même place que Marion qui, à un moment donné, lève la voix et pour dire stop, c'est plus possible cette violence? Alors, il y a eu deux choses. Alors, pour répondre par rapport aux sentinelles, en fait, l'idée, c'est ces élèves ambassadeurs, ces élèves sentinelles, c'est de leur donner les moyens, à travers cette formation, d'aller vers, c'est-à-dire avoir la force, avoir les mots, d'aller vers le jeune qui est harcelé. Mais pas forcément au sein du groupe. C'est d'aller vers lui, de savoir ce qui se passe, pour que justement qu'il ne soit pas tout seul. Et aller aussi vers ceux qui sont silencieux pour qu'ils prennent aussi la place du groupe. La place du groupe, elle est importante. Le harceleur, il peut aussi arrêter d'harceler si le groupe ne le suit pas. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut agir sur le groupe. La question de la meilleure amie ou du meilleur ami, je reviens un petit peu dessus parce qu'elle est importante dans la construction identitaire chez l'adolescent. Au moment de ce passage là, entre l'enfance et l'âge adulte, il est amené pour se construire à se distancer de ses parents pour aller vers ses groupes de pairs. Dans les groupes de pairs, il va retrouver à la fois l'amitié, le ou la meilleure amie, le groupe d'amis, et puis ce qu'on appelle le groupe de pairs ou la clique, où il y a moins d'intimité. Ça peut être le groupe de classe ou les sous-groupes dans un groupe de classe. Le meilleur ami ou la meilleure amie, c'est celui avec qui on peut dire tout, on peut se confier, on peut aussi dire les questionnements que l'on a sur son intimité, sur ses orientations sexuelles. Enfin,
Voilà, vraiment, on peut aller beaucoup plus loin. Et c'est vrai que c'est souvent le ou la meilleure amie vient suppléer un peu les confidences qu'on pouvait faire avant dans le milieu familial auprès des parents. Et quand on est lâché par son meilleur ami ou sa meilleure amie, tout s'écroule. Là, on n'a plus de repères. Et souvent, les parents, dans les cas de harcèlement scolaire, disent mais les enfants n'ont pas parlé, ils se sont tus, ils n'ont rien dit. Mais en fait, comment pouvoir dire qu'on est lâché par tout le monde et par son meilleur ami? Soi-même, on n'arrive pas à réaliser, on n'arrive même pas à comprendre. Donc, pour pouvoir dire les choses, il faut déjà avoir conscientisé les choses. Et ce qui, à ce moment-là, est juste inacceptable. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, des mécanismes défensifs aussi. Ce silence est un mécanisme défensif. C'est pas un silence de vouloir cacher quelque chose. Mais sinon, on s'écroule et on le voit, malheureusement, dans le film pour Marion, c'est ce qui se passe justement. Quand elle se sent vraiment toute seule et qu'elle sent qu'il n'y a plus personne, eh ben, elle n'a plus la force de continuer. Non, et puis, il y a, par rapport à ses parents, ils se sont doutés de rien sur le dernier moment parce que elle ne manifestait rien de suffisamment alertant pour eux, pour qu'ils puissent effectivement alerter de nouveau le collège. Voilà, il y a cette idée que Marion, elle voulait sans doute aussi protéger sa famille de ça aussi, ne pas les exposer à la propre violence qu'elle était en train de subir. L'histoire de Marion remonte déjà à 2013. Moi, mon fils est entré en 6e cette année, et en EMC, le harcèlement scolaire, la discrimination, le porteur du handicap, etc., fait partie du programme. Et en tout cas, dans le collège de mon fils, le choix du professeur d'histoire-géo, c'est de le mettre au programme dès le début de l'année. Voilà, la 6e, c'est quand même particulier au collège. Ils sont assez jeunes, ils sont tout début d'adolescence avec des grands. Je trouve que cette question, elle se tarde plus. Malheureusement, grâce à ces enfants qui ont été très loin pour dire à quel point ils en souffraient. L'autre remarque, c'est effectivement, comme tu disais tout à l'heure, le harcèlement scolaire. À l'adolescence, on en a presque tous connu. La différence actuelle, il me semble, elle est quand même de la question des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'avant, on se faisait harceler au collège, on sortait du collège, ça s'arrêtait. Là, on voit bien, en tout cas dans le film avec Marion, faire que ça s'arrête jamais. Il y a le collège, et puis quand on sort du collège, c'est le portable qui prend le relais, c'est les réseaux sociaux, c'est Facebook, le téléphone il sonne, etc., etc. Et je trouve que ça vient amplifier. Je te rejoins sur le fait qu'effectivement, les phénomènes de bouc émissaire, voilà, on les a déjà étudiés il y a pas mal de temps. Ça a même une fonction dans le groupe classe, le bouc émissaire. Alors, historiquement, on pourrait reparler du bonnet d'âne, etc. Même le professeur participait finalement à cette forme de discrimination. Et effectivement, le harcèlement scolaire aujourd'hui prend une connotation, on va dire ça comme ça, très différente avec le cyberharcèlement. Qui est bien différencié aussi dans les responsabilités pénales, c'est-à-dire qu'une situation de cyberharcèlement est plus durement sanctionnée. Je dirais que les réseaux sociaux font que ça exacerbe les affects, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'à la fois les affects positifs et négatifs, quand on est meilleur ami, eh ben, on est très fortement meilleur ami, et on met des tonnes de photos et on s'aime et on se dit qu'on se quittera jamais, etc. Et puis, à l'inverse, quand on cherche à se faire du mal, eh ben, on se dit des horreurs comme on l'a vu dans le film, et on se menace, etc. Je dirais que, et comme le disent les jeunes dans le film, c'est pas vraiment la vraie vie, en fait, les réseaux sociaux. Donc, on se permet, on ose. Et puis, ça vient aussi convoquer un peu chacun dans ce qu'il a un petit peu de plus, on va dire, archaïque, c'est-à-dire ses pulsions un petit peu voyeuristes, un petit peu exhibitionnistes, et puis son agressivité, etc. Et que le réseau social fait qu'on se permet de dire tout ça parce que c'est pas forcément, c'est pas vraiment la vraie vie, ou c'était un jeu, ou je t'aurais jamais dit ça en face. Voilà, il y a quelque chose qui est banalisé dans l'utilisation des réseaux sociaux qui est effectivement très, très inquiétant. Oui, alors par rapport effectivement au cyberharcèlement, la grande difficulté, c'est qu'on observe que les adolescents ne se déconnectent jamais. Ils sont quasiment tout le temps connectés. C'est-à-dire que même la nuit, ils sont connectés. Moi, j'ai encore eu aujourd'hui une jeune fille
alors c'est dans son couple, hein, elle se fait insulter. Et elle me disait que, je l'ai vue hier et je l'ai revue aujourd'hui, elle a réussi cette nuit à décrocher en se disant bon, j'arrête, hein, parce qu'elle se rend bien compte que c'est une relation toxique. Elle a regardé son téléphone à 3 heures du matin. Elle avait 45 messages en absence et avec des insultes. Donc on voit bien qu'à un moment donné, là, il y a une saturation. C'est pas du harcèlement scolaire, hein, c'est plutôt une autre forme d'harcèlement, mais ça reste du harcèlement. Et c'est vrai qu'on voit bien que cette idée du cyberharcèlement, et j'ai envie aussi de parler du harcèlement à caractère sexuel, ce qu'on voit aussi dans le film avec Marion, entre ce qui s'est passé, ce qui est dit et ce qui n'est pas passé, mais en tout cas comment se défendre par rapport à ça, à la fois dans le groupe, et puis aussi après tout ce qui est divulgué sur la toile, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout vous échappe. Et vous avez l'impression que ce sont des milliers, voire des millions de personnes qui sont au courant de votre vie, et en plus d'une fausse vie parce que c'est pas ce qui s'est passé. Et vous n'avez aucun moyen de vous défendre. Donc ça arrive beaucoup. Comme tu le disais, effectivement, il y a des moments où on est la meilleure amie ou le meilleur ami, on l'affiche ouvertement sur les réseaux sociaux. Et quand on n'est plus, alors là, comment on réutilise tout ce qui a été fait, soit au moment des ruptures sentimentales ou des ruptures amicales, où là, il y a des vrais règlements de compte sur les réseaux sociaux et qui sont très délétères pour les jeunes, et là, qui échappent aux adultes aussi. Tout à l'heure, pour rejoindre un peu, parce que là, c'est ce qui se passe, et on a vu ce qui se passait à l'intérieur de l'école, mais aussi ce qui se passe à l'extérieur, et qui se passe souvent aussi en dehors de la vue des adultes, que ce soit les parents ou les autres adultes, parce que on n'est pas leurs amis sur Facebook. Donc, du coup, tout ça, ça nous échappe. Déjà, le film a été diffusé depuis 2016. Déjà, on pourrait savoir quels sont les feedbacks que vous avez eus et aussi quelle est les formations, le travail que vous faites avec le corps enseignant. Je trouve ça facile de la part du proviseur, des profs, de ne pas agir, de laisser le principal faire à sa sauce. Alors, on n'est pas spécialiste de la question du harcèlement scolaire. En tout cas, on a choisi de sensibiliser au phénomène dont on parle beaucoup aujourd'hui. Moi, ce que j'entends, c'est une certaine colère. Et effectivement, c'est assez légitime puisque, notamment l'attitude de ce proviseur, on l'appelle proviseur ou directeur d'établissement, mais oui, ça met beaucoup pas mal et on a envie de le secouer là et lui dire mais qu'est-ce que tu fais la question de la formation, donc nous on ne fait pas ces formations, on ne fait pas de formation auprès des établissements, mais c'est bien ça leur travail, c'est à la fois d'avoir des outils pour identifier, repérer les situations de harcèlement. Je vous laisse à disposition des petits documents pour connaître un petit peu la procédure, que ce soit la procédure administrative, que ce soit la procédure juridique, pénale, etc. Il y a tout un protocole, aussi bien du côté des établissements que du côté des parents. Tout un cheminement, en tout cas, qui a été pensé, qui a été proposé pour resituer aussi les responsabilités de chacun, avec cette idée dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir qu'il y a cette responsabilité pénale pour chacun, y compris pour les plus jeunes. Les détenteurs de l'autorité parentale, c'est eux qui doivent effectivement, entre guillemets, rendre des comptes au niveau de la justice, s'il y a des dommages et intérêts, s'il y a une réparation, etc. Et effectivement, pour les professionnels, pour les directeurs d'établissement, pour les professeurs, bah oui, vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'ils sont soumis, comme tout à chacun, à cette nécessité d'alerter s'il y a une situation de danger pour un enfant, pour un adolescent, et qu'ils peuvent être condamnés, effectivement, s'ils ferment les yeux ou s'ils ne transmettent pas l'information à leur supérieur. Je pense que ce qui est important aussi, c'est d'avoir à l'idée qu'on a tous un rôle à jouer dans cette communauté au sein de l'école, qu'on soit dedans ou à l'extérieur. Nous, ça nous arrive dans nos cabinets en libéral d'avoir ces questions-là. Notre devoir, c'est aussi, quand c'est en consultation avec des enfants, d'en informer les parents, d'en informer les enseignants ou le professeur principal ou la direction. Ce qui est important, c'est de ne pas stigmatiser, à la fois que ça soit l'enfant harcelé, que ça soit l'enfant harceleur, que ça soit l'établissement,
Parce que c'est ça aussi qui fait peur après, pour des chefs d'établissement ou des enseignants, c'est d'être dans l'établissement où il se passe telle ou telle chose. Ça existe partout. Tout le monde, à un moment donné, s'est retrouvé dans une situation, soit en tant qu'harcelé, harceleur ou spectateur, très démuni aussi de qu'est-ce que je fais de ça. Donc c'est important de se dire à un moment donné qu'il n'y a pas des établissements qui sont épargnés et d'autres qui sont plus, même si on sait qu'il y a des facteurs, c'est multifactoriel, on l'a dit, c'est aussi un phénomène dynamique, donc il y a des mouvements, il faut les créer. On n'a pas parlé parce que c'est pas présent dans le film, mais il y a des infirmières souvent dans les établissements, des médecins scolaires ou des assistantes sociales, donc c'est des relais aussi très précieux où au moins on puisse poser quelque chose, entendre, et puis c'est vrai, effectivement, il faut enlever cette peur. Parce que là, on voit bien qu'il y a de la peur de tous les côtés. La peur des adultes, la peur du chef d'établissement, la peur des enseignants, la peur des jeunes. Donc il faut pouvoir sortir de ça. De plus en plus, on en entend parler et on sensibilise les autres personnes et surtout pas stigmatiser les choses, mais plutôt qu'est-ce qu'on fait dans cette dynamique de groupe. Je rejoins votre intervention sur la place des mairies, etc. C'est important, effectivement, parce que le harcèlement scolaire, mais le harcèlement dans les groupes de pairs, ça arrive aussi dans les bus scolaires, ça arrive beaucoup. Ça arrive dans les associations sportives, voilà. En ça, effectivement, je pense que les maisons de quartier, les municipalités ont un rôle à jouer, parce qu'effectivement, ça peut arriver partout et puis concerner n'importe qui. Il y a vraiment ce phénomène de groupe. Et ce qu'il faut se dire, nous, en tant qu'adultes, c'est qu'il faut aussi qu'on aide ces jeunes à fonctionner en groupe. Quand on grandit, les adultes ont pour fonction de s'écarter un peu de ces groupes et de les laisser grandir, donc être moins présents lorsqu'ils se retrouvent entre eux. Sauf que il n'y a pas au départ, même si dans le harcèlement ensuite, il y a intention de nuire, mais au départ, dans les dysfonctionnements de groupe, il n'y a pas forcément cette intention de nuire au départ. Donc c'est là qu'il faut réagir très vite et voir effectivement être vigilant pour qu'un groupe fonctionne le mieux possible. On a parlé des boucs émissaires, juste pour dire que le bouc émissaire, souvent, il vient là parce que le groupe dysfonctionne, en fait. Le groupe de pairs étant dysfonctionnant, le bouc émissaire vient là pour faire, en fait, tout le monde va se défouler sur ce bouc émissaire, et c'est lui, finalement, qui va permettre l'existence du groupe, paradoxalement. Donc, on voit bien qu'il y a des mécanismes qui se mettent en place dans l'expérimentation pour les jeunes de fonctionner en groupe. Donc, nous, adultes, il faut qu'on soit vigilants, et quand on voit que des groupes prennent des chemins qui ne sont pas forcément bienveillants vis-à-vis des uns et des autres, agissons dès le départ, avant qu'il y ait des situations justement de harcèlement. Je pense qu'on l'a dit à plusieurs reprises, le harcèlement, c'est d'abord le résultat d'un phénomène multifactoriel et situé dans un contexte, d'abord souvent dans un contexte de la période adolescente, avec tous les enjeux de quête identitaire qu'on peut trouver, d'identification. Ça se situe dans ce cadre scolaire qui, on l'a bien vu dans le film, n'est pas toujours sécurisant, avec là dans le film des enseignants qui sont eux-mêmes dépassés dans leur enseignement. On a vu les situations de violence, elles avaient lieu dans des endroits qui étaient aussi fermés, où les enseignants n'avaient pas forcément accès, et quand ils ont pu y avoir accès, la possibilité des jeunes de faire autorité, je dirais, sur les enseignants. En tout cas, il y a cette nécessité, on est tous d'accord là-dessus, que les adultes puissent faire point d'arrêt et protéger les jeunes ou les enfants, avec des ressources qui sont nécessaires pour les enseignants, dans la formation, dans la prévention, pour savoir effectivement concrètement comment pouvoir se positionner en cas de repérage, et puis aussi des préventions qui ont lieu pour les jeunes, avec comment ça peut s'inscrire dans le service civique par exemple, et puis avec ce qui a pu se passer là au collège de Chantenay par exemple. Il y a ce phénomène qui est plus récent, qui est du cyberharcèlement, qui, on l'a dit, permet d'exacerber les expressions d'affect, et qui va faire que ça peut ne jamais s'arrêter de jour comme de nuit,
et avec des propos qui peuvent être potentiellement encore plus violents. Donc, on a tous un rôle à jouer, hein, qu'on soit jeune, adulte, et surtout nécessité de pouvoir communiquer ensemble. Parce que chacun de nous va y voir un morceau de ce qui se produit, et il me semble que c'est qu'en communiquant qu'on arrive à comprendre ce qui se passe au mieux pour ce jeune en particulier dans cette situation particulière. Voilà. On remercie l'équipe du Lutetia pour son accueil, son écoute. Nous, on reste disponible si vous le souhaitez pour continuer à échanger. Merci d'être venus et puis on vous dit à bientôt.